Tan petit que danzo, tan petit que danzo, Perue de Franzo, Perue de Franzo. Bonjour Noël, bonjour Claude. Bonjour Sandra. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette quatrième chronique. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer par la première question. État de contrainte, état fascisant. De votre point de vue, est-ce qu'en France, ça y est, nous y sommes? Nous sommes des thérapeutes, des soignants. Donc nous ne pouvons pas vous donner une réponse sociologique, ni même politicienne de la chose. Donc nous allons vous donner une réponse hippocratique, c'est-à-dire sanitaire de la chose. Donc tous les systèmes, que ce soit un couple, une famille, une rue, un village, une ville, un quartier, un pays, voilà, toute communauté est toujours obligée de fonctionner. On ne peut pas ne pas fonctionner. Et il y a effectivement deux modes de fonctionnement. Il y a le modèle de fonctionnement confrontation et le modèle de fonctionnement contrainte. C'est pas possible, il n'y a pas de troisième secteur. Alors si, vous pouvez vous exclure, c'est-à-dire que vous prenez, puis vous allez dans une caverne, comme un anachorète, et vous vous isolez à ce moment-là, ou bien comme quand Robinson Crusoe était seul sur son île. Pour le coup, on ne peut pas voir qu'il est paranoïaque et perdu dans sa psychopathologie, et colonialiste. On ne peut pas le voir, puisqu'il est seul. Donc, mais comme les humains sont des animaux grégaires, effectivement, à part de s'isoler, de s'exclure et de fonctionner comme un loup-cervier, comme un animal seul et isolé du monde, mais sinon, eh bien, tu n'as que deux modes de fonctionnement, la confrontation ou le conflit. Voilà. Dès que les humains commencent leur vie, effectivement, ils sont en appartenance, donc ils ne savent que de se mettre en situation de dominant et de dominé. C'est incontournable. Et hélas, enfin pas hélas, je dis hélas parce que bien sûr je peux rêver l'utopie, mais donc non, les humains sont en marche. Je vous promets que les humains sont aujourd'hui moins pires qu'ils étaient il y a 100 ans ou 200 ans. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, ça devient grotesque, l'énormité de l'immaturité sociologique. 7 milliards d'individus immatures, c'est pas pareil que 700 000. Voilà. Donc, mais je vous promets que nous ne converserions pas comme ça si nous étions des pauvres gueux en 1600 ou en 1500. On se contenterait de cultiver et de fermer nos gueules en essayant de... Vous choisiriez peut-être l'individu le moins pire, si encore vous aviez le choix, parce que quelquefois on vous choisissait votre mari comme... voilà, il vous était imposé. Ça s'appelait le devoir conjugal. Donc les processus d'éveil continuent, rassurez-vous. Mais par contre, il y a beaucoup de dégâts. Et comme c'est l'affaire de chacun, je compatis et je comprends que chaque être humain se dise, bon, mais c'est pas parce que je suis dans une diachronie et dans une histoire de l'humanité que j'ai pas envie, entre mon petit berceau et ma petite tombe, de me faire vivre ma petite vie happy. Je voudrais être un épifiou. Je préfère être un heureux, même si ce n'est pas fréquent, que faire partie de la meute, de la horde des malheureux. Mais ça, c'est quand même, ça reste l'affaire de chacun. Donc, dans la mesure où tous les humains ils cherchent un leader qui soit un bon leader, c'est comme si tous les moutons cherchaient un berger qui soit un bon berger. C'est légitime, puisque un enfant il cherche papa, il cherche maman. Il ne cherche pas à être seul. Voilà. Et même quand les enfants sont perdus, eh bien, ils cherchent un leader. C'est-à-dire, ils cherchent un ersatz de papa et de maman. Donc, c'est légitime. C'est tous les systèmes humains, quand ils sont immatures, se mettent en appartenance et à chercher. C'est comme ça. C'est pour ça et qu'il n'y a que 3 personnes avec lesquelles vous pouvez éventuellement vous trouver au point d'envisager à un moment de ne plus être en appartenance, mais de devenir identitaire. C'est la génitrice si elle est suffisamment identitaire, le géniteur s'il est suffisamment identitaire,
Et à défaut, un blaireau qu'on appelle thérapeute, si effectivement il est suffisamment identitaire. Parce que je connais beaucoup de médecins qui disent « c'est mes patients, je te soigne ». C'est comme une maman qui dirait « tu es mon enfant, je t'aime et je m'occupe de toi ». Donc il y a beaucoup d'humains qui vieillissent sans maturer et qui vont vivre toute leur vie en étant convaincus qu'ils sont des gentils politiciens, des gentils soignants, des gentils parents, des gentils avec des intentions, mais d'une gentillesse, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et d'ailleurs, ce matin, nous écoutions sur France Musique ou Culture, enfin, je sais pas, le maire, Didier Le Maire, là, qui est un ministre, Bruno Le Maire, et qui disait qu'il a écrit un livre où il est convaincu que lui, il est du côté, non pas de l'enfer, mais du paradis. Mais comme il le fait en mode appartenance, et son intention est noble, je suis convaincu qu'il n'a jamais l'envie de péter la gueule à quiconque. Mais il pète la gueule à ceux qui ne sont pas de son avis, puisqu'il est convaincu que c'est un conflit. Il faut avoir raison sur les autres. Alors que nous pensons, en sanitaire, en tant qu'êtres humains qui veulent être soignants, qu'il ne faut pas avoir sur les autres raison, il faut être raisonnable, confronté aux autres, et éventuellement signaler, par exemple, dire « j'ai peur que vous ne cherchiez pas à ce que nous soyons d'avis contradictoires. J'ai peur que vous ne souhaitiez pas un débat contradictoire. Donc vous ne voulez qu'une couleur. Et donc vous ne voulez pas l'arc-en-ciel. » J'ai très peur de cela. Donc convenons-en qu'effectivement, à part vous entendre, vous écouter, j'ai peur que vous ne cherchiez pas à élargir le champ des possibles. Donc toutes les situations font que chaque électeur est la goutte d'eau qui fait l'océan. Et donc croire qu'il y a une politique soit liberticide ou soit pas liberticide, enfin démocratique, croire que, enfin à la question que vous posez, effectivement, si les humains restent des moutons, il se peut qu'ils choisissent un berger qui, avec quelques chiens convaincus que c'est le bon berger, vont bouffer des moutons qui ne veulent pas rester dans le troupeau. Ça donne le fascisme. Voilà, cher ami. J'entends le processus et la responsabilité de chacun, mais peut-être que c'est un peu en lien avec la 8e question que nous avons reçue. J'ai pensé à cette 8e question, effectivement. En fait, il s'agit d'une personne qui demandait comment pouvons-nous nous exprimer aujourd'hui lorsque nous ne sommes pas d'accord avec les contraintes imposées, telles que par exemple le couvre-feu à 18h ou d'autres contraintes, et comment pouvons-nous nous exprimer et même nous opposer, hein, c'est bien ce qu'il a dit, en non-violence. Donc pas en violence comme dans les pays voisins européens. Quels sont les moyens dont nous disposons ? Pour moi, les moyens dont nous disposons, c'est déjà de nous savoir, non pas dans un état totalitaire ou dans un état vraiment de toute liberté sans contrainte, mais de nous savoir existants dans un monde dans lequel nous nous dirigeons nous-mêmes. Et non pas nous rendons dirigés par les gouvernants. Les gouvernants que nous avons élus, mais qui font réellement ce qu'ils peuvent avec leurs connaissances qui ne sont pas forcément dans le domaine technique dont ils sont les ministres, hein, par exemple. Donc je me rends bien compte qu'ils font ce qu'ils peuvent et que pour moi ce qu'ils disent n'est vraiment pas parole d'évangile. Donc ce qui veut dire que j'essaie de réfléchir, j'essaie de raisonner, j'essaie de me raisonner, j'essaie de confronter ce que je pense avec des personnes qui ne pensent pas forcément comme je pense moi-même, et donc j'essaie d'exister en identité et pas en appartenance, ce qui fait que je ne me sens pas contrainte puisque je continue d'exister en mon âme et conscience, même si je ne mets pas le masque dans une rue déserte,
mais je mets aussitôt le masque dès que j'arrive sur une artère peuplée, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est pour respecter les passants qui sont là et qui peuvent avoir peur d'être contaminés, même si je ne suis pas tout à fait sûre que le masque soit protecteur. Mais pour autant, je me mets quand même en obligation de moyens. Donc je m'organise pour respecter, même pour fonctionner comme une femme responsable par rapport aux contraintes. Donc l'État fascisant, je pense que ce sont les populations qui le rendent fascisant en se soumettant de façon systématique aux contraintes sans réfléchir à comment les respecter, les contraintes. Comment se respecter face aux contraintes. D'accepter la contrainte, mais de se respecter avec la contrainte imposée. Se respecter avec la contrainte imposée, effectivement. La contrainte est imposée officiellement et il s'agit de se respecter pour éviter de se faire tomber malade, se contaminer soi-même en se mettant dans un groupe énorme de personnes, puisque nous savons qu'effectivement les virus, parce qu'il n'y a pas que ce virus SARS-CoV-2, il n'y a pas que ce virus, énormément de virus, de bactéries circulent, c'est-à-dire circulent. On dirait qu'elles ont leur scooter. Bon, non, il y a énormément le monde viral et bactérien et parasitaire existe depuis toujours. Et il s'agit en ce moment, dans la mesure où il y aurait énormément d'une sorte spécifique de virus, d'éviter de se mettre dans une situation de pouvoir se contaminer soi-même, en se mettant très près de certaines personnes, par exemple. Voilà. Mais nous sommes d'accord que l'urgence, c'est de se confronter pour faire ces anticorps. Plus je vais m'éloigner de vous et des autres, et plus je me mets en retard d'immunisation. Et Oui, effectivement, mais moi, par exemple, je peux pas répondre de façon univoque à ce que vous dites, parce que tout va dépendre de votre système immunitaire, s'il le faut, qui est vraiment de très grande qualité. Et vous voyez, je ne sais pas quelle est la qualité du système immunitaire d'autres personnes. Je ne sais pas si parce qu'ils se dépriment, parce qu'ils ont fait un deuil, ils sont en deuil par exemple, leur système immunitaire, même s'ils sont minces, se nourrissent très bien, font un footing un jour sur deux, donc n'ont aucune comorbidité, mais s'il le faut, ils s'affectent sentimentalement, et donc à l'insu d'eux-mêmes, leurs défenses immunitaires sont abaissées. Donc je ne peux pas savoir cela. Donc c'est pour ça que je crois que c'est à chacun de décider de s'approcher, de s'éloigner, selon finalement un ressenti du moment. Mais ce que je dis, ce n'est pas fantaisiste ni capricieux. Mais cela demande effectivement une grande lexitimie, c'est-à-dire d'être capable de lire ses émotions et d'être également capable d'être attentif à soi-même. Hein, d'être égoïste et non pas égocentrique. C'est-à-dire l'égocentrique attend que les autres s'occupent de lui comme s'il était le centre du monde de tous les humains, alors que l'égoïste est quelqu'un qui s'occupe de lui-même, qui tient compte de lui-même, au milieu des autres, avec les autres. Et qui accorde l'altérité, c'est-à-dire que les autres aussi. C'est équivalent, c'est-à-dire c'est réflexif, comme on dit. C'est-à-dire que je suis le centre de mon monde, vous n'en êtes que périphérie, mais je ne suis pas dupe que je suis périphérie et que vous êtes le centre de votre monde. Et donc effectivement, le drame, enfin pas le drame, ce qu'il faut comprendre dans la situation que nous vivons, c'est que chacun de nous est à son moment donné à se questionner pour soi. Mais l'histoire a commencé avant que vous soyez sur Terre, et que moi aussi d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont capitalisé tellement d'aigreur, tellement de tension, et qui n'ont pas réussi à être lexitimiques suffisamment tôt et à savoir s'étanchéiser, que le gros boulot, c'est d'abord de les aider à croire en eux résiliables.
il y a que beaucoup de gens sont convaincus qu'ils sont des gentils dominants, qu'ils sont des pauvres dominés, et que quand c'est bien, ça peut être grâce à eux, mais quand c'est mal, c'est à cause de quelqu'un d'autre que d'eux. C'est-à-dire que tu te réchauffes, oh, je me suis bien réchauffé au feu, voilà, mais le feu m'a brûlé. Voilà. Et donc le danger, c'est que même ces gens très violents qui profitent d'une situation critique sociologique pour casser des magasins et voler et violer et tout ce que vous avez, c'est parce qu'ils ont tellement capitalisé d'intimes convictions qu'il n'y a pas de solution humaniste, paisible, sécure, en respect de soi et du monde, que pour eux, ils sont déjà convaincus qu'à part être un dominant, il n'y a pas de solution. Voilà. Mais je connais des gens qui sont convaincus dans leur éthique que, à part être homosexuel, il n'y a pas de solution. Ou à part être hétérosexuel, il n'y a pas de solution. Enfin, vous pouvez trouver ça dans toutes les activités du monde. Et donc c'est pour ça que nous ne sommes pas sociologues. Nous ne pouvons que valider qu'il y a un dispositif qui est très subtil, comme je l'ai dit, c'est si la mère est étanche, si le père est étanche, eh bien vous avez une chance en tant qu'enfant de devenir un homme et une femme étanches et citoyennes du monde, ou citoyens. À défaut, vous pouvez aller voir un thérapeute, pour autant qu'il soit étanche et qu'il ne vous dise pas d'adhérer à son parti ou à sa vision. À ce moment-là, vous inventez ce qu'il est convenu d'appeler le colloque singulier. Le colloque singulier, c'est singulier, c'est pas pluriel. C'est que c'est l'affaire de chacun, de trouver un individu avec qui je me sens en confiance. Alors c'est sûr qu'au moment où je me livre, je me délivre. Encore faut-il que je me livre avec quelqu'un qui croit en moi autonome. Parce que si je me livre à quelqu'un qui m'aime, mais qui adore l'odeur de ma peau, la qualité de ma chair, eh bien, je me retrouve que je me livre à quelqu'un qui dit « Ah ben merci le livreur, je prends l'objet ». Or, pour qu'un humain soit autonome, il faut que celui à qui on se livre s'interdise de prendre l'objet pour valider le sujet. Et donc ça, c'est l'affaire de chaque être humain. Et quand moi je vois des gens violents dans les blockbusters, je me dis, mon Dieu, pour que cet individu en soit là, de la haine et de l'envie de dévorer comme un chien enragé. Enragé, c'est une maladie, hein. C'est la rage, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas en santé. Mais ça veut dire qu'il a capitalisé tellement d'intimes convictions qu'il n'y a pas d'alternative endogène. Il ne peut pas se résoudre. Qu'il ne croit plus au colloque singulier. Il trouve des gens qui pensent comme lui et qui, quand il se livre avec eux, eux ne le délivrent pas. Ils disent « Bienvenue au club, au moins on va être deux, on sera plus fort et on va les attaquer et on va avoir la revanche. » Mais la revanche, ça veut dire qu'il y a eu une première manche. Et la première manche, c'est « on nous a bousillés, maintenant on va bousiller ». Et ce « on-là » est le modèle même du sadomasochisme que nous dénonçons dans l'immaturité psychodynamique. Alors, je tenais à vous dire que je m'étais beaucoup émue en réécoutant la dernière chronique, surtout lorsque, Noël, vous avez évoqué l'abus de faiblesse. Souvent, nous entendons parler d'abus de pouvoir dans notre actualité, mais il est très rare que soit évoquée la responsabilité que nous avons toutes et tous, et du fait que nous sommes en danger d'abus de faiblesse à chaque instant. Pourriez-vous développer plus précisément cette notion ? Oui, effectivement, c'est ce que Claude rit silencieusement, donc je fais une didascalie là. Bon. Donc effectivement, il est vraiment difficile pour les êtres humains de sexe féminin de se vouloir femme, de devenir femme, ce qui signifie pour moi enfin reconnaître
que je suis un être humain dominé car je n'ai pas la force musculaire des êtres humains de sexe masculin et que entrant dans une voiture avec deux hommes, ce que moi je ne fais pas, je ne le fais pas parce que j'ai l'intime conviction qu'ils pourraient faire de moi ce qu'ils veulent. Et donc je marche à pied, ou en tout cas j'évite vraiment de me retrouver dans une telle compagnie parce que je sais que je perdrai la bataille, que je serai soumise, que je peux être extrêmement maltraitée. Je le sais intimement. Donc pour moi, ça a été très dur d'accepter effectivement d'être dominée par la force musculaire et de l'être définitivement. La seule façon pour moi de lever la tête et de m'apaiser finalement, c'est de me dire que si je me confronte, c'est-à-dire que je dis à ces êtres humains puissants par rapport à moi sur le plan de la force musculaire, si effectivement je dis de manière lexitimique, c'est-à-dire en exprimant ce dont j'ai peur, que j'ai peur qu'effectivement il ne fonctionne pas de façon juste, là, à ce moment-là, moi, je me mets à fonctionner de façon juste, parce que dès lors que je l'exprime, je ne me laisse plus dominer, en fait. Voilà. Lorsque je n'ai pas le courage de m'exprimer, parce que c'est un gros effort, ce fut pour moi en tout cas un gros effort, et c'est un gros effort à chaque fois. C'est un peu comme si j'étais habituée, vous voyez, si j'avais été dans un moule de soumission, de baisser la tête, vous savez, comme font les enfants, quand ils baissent la tête et la rentrent dans les épaules parce qu'ils risquent de prendre un coup. Eh bien moi, c'est ce que je ressens quand je me trouve face à des êtres humains de sexe masculin, dominants et qui, à l'évidence, ne fonctionnent pas de manière juste. J'ai d'abord peur de prendre un coup, que ce soit un coup physique ou un coup psychique, c'est-à-dire une injustice crasse. Là, deux solutions sont pour moi. Soit, effectivement, ce que j'ai dit la dernière fois, je réalise contre moi-même et aussi contre mon interlocuteur un abus de faiblesse, c'est-à-dire que me taisant, je le laisse être dominant. Je le laisse continuer d'être injuste. Du moins, je ne me mets pas en obligation de moyens de dénoncer qu'il fonctionne sur ce modèle-là. Parce que je n'aurais pas pris la force, la peine, le courage de me confronter et d'indiquer de façon lexitimique que je remarque et que j'ai peur qu'il ne fonctionne pas de manière juste dans telle situation. Pas forcément par rapport à moi-même d'ailleurs. Ça peut être dans une situation professionnelle par rapport à un autre professionnel, un patient puisque je suis médecin ou une autre situation. Donc c'est à ce titre-là que les êtres humains de sexe féminin peuvent elles-mêmes réaliser un abus de faiblesse, et je les plains, en fait, je nous plains, je me plains avec. Je suis compassionnelle également vis-à-vis de moi-même qui, souvent, et j'ai fonctionné en abus de faiblesse, effectivement. Tellement j'étais terrorisée, ou plus exactement, ce que je vivais au moment où je n'osais pas me confronter, était un écho à tous les abus de pouvoir que j'ai vécu, enfant, adolescente, et très très puissant, dont j'ai dû me résoudre, sincèrement, dont j'ai vraiment dû me résoudre, parce que j'ai été maltraitée, oui. J'ai été maltraitée par plusieurs personnes qui peut-être croyaient m'éduquer, qui en tout cas, je pense, se laissaient aller à des actes violents. Je me demande si j'ai répondu à la question, Sandra. Oui, oui, c'est émouvant. Enfin, je sais des choses, mais quand même, c'est émouvant de t'entendre. Ceci dit, quant à cet abus de faiblesse, effectivement, il y a 4 thèmes. Le premier thème, c'est imaginons un dominant qui profite de la faiblesse, c'est le plus simple. Après, il y a imaginer une dominée qui s'aliène à rester en mode dominé parce qu'elle est habituée à dominer. Et donc que c'est pas que facile de s'extraire d'une position de dominé. Ça, c'est les deux positions très douloureuses, hein,
quand le dominant n'est pas juste mais qu'il écrabouille la dominée, ou quand la dominée voit bien qu'elle n'ose même pas imaginer de s'en décaler et que donc elle reste en servitude et elle en prend plein la gueule. Donc là, vraiment, c'est terrible. Voilà. Et après, il y a les deux autres, c'est que la question de, imaginons un dominant qui se veut, qui est, parce qu'il y en a deux, donc je vais essayer de ne pas me confusionner. Le premier, c'est que quand il n'y a que deux personnes, le dominé et le dominant, imaginez qu'il y ait un dominant qui ne se veut que juste. À ce moment-là, pour que le dominé puisse le vivre de façon confortable, il faut que le dominé concède que ce n'est pas être dominé qu'être juste dominé. C'est être en alliance et non pas en contrainte, c'est en contrat. Voilà. Mais ça nécessite que chacun des protagonistes, aussi bien le dominant sait très bien qu'il ne peut pas contraindre le dominé à comprendre la situation, comme il s'agit au dominé de comprendre qu'il n'est pas contraint quand il est en contrat d'alliance avec le supposé dominant qui ne se veut que juste. Puisque quand il y a juste, il n'y a plus contrainte, il y a contrat. Ce n'est pas un attachement, c'est une alliance. Et le quatrième, le quatrième thème, c'est ces abus de faiblesse. Quand, par exemple, vous avez donc, c'est assez classique, une personne qui est en position dominée potentielle et qui désigne un dominant potentiel et qui utilise un troisième qui est un autre dominant qui est supposé être le sauveur, et donc le persécuteur dominant concret et le sauveur qui est supposé salvateur pour le dominé. Donc l'abus de faiblesse, c'est d'utiliser sa supposée position dominée pour demander au dominant sauveur d'écrabouiller le dominant. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des personnes de sexe féminin qui savent aller chialer pour faire écrabouiller une personne de sexe masculin sous prétexte que c'est à cause d'elle que ceci, que cela. Mais elle trouvera toujours, par abus de faiblesse, des parents ou des personnes pour valider que c'est bien le supposé dominant qui a écrabouillé la supposée dominée. Donc c'est la quatrième situation où tu vois d'abus de faiblesse. C'est-à-dire j'utilise mon statut de femme pour aller me plaindre du père de mes enfants en disant que c'est à cause de lui ceci, cela, mais elle ne se voit pas dans la boucle de la situation sadomasochiste où les enfants ont gravement trinqué. Mais parce qu'elle fait un abus de faiblesse, en disant oui mais moi, voilà, c'est pour ça que beaucoup d'individus, dans le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés en situation de violence conjugale, mais ça n'a été qu'un révélateur de violence conjugale qui était déjà là. Ça a accru le système, mais il y a beaucoup de dominés qui, par abus de faiblesse, préfèrent désigner un dominant au lieu que de se sortir de la boucle. Au lieu de se confronter. Se sortir de la boucle, c'est se confronter. Pour sortir du rapport sadomasochiste. Et après, vous entendez ces gens-là quand ils ont fait un travail sur soi, d'introspection et de renégociation des valeurs et de nettoyage du passé aussi. Hein, parce qu'il y a quand même des répliques. Eh bien, qui disent « Mais comment ça se fait que je suis resté 10 ans dans cette situation? Pourquoi j'ai passé 15 ans avec cette personne? Pourquoi j'ai mis autant de temps ?» Tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est une question de « Je faisais un abus de faiblesse en voulant absolument croire que le bonheur et les malheurs ne venaient que de l'extérieur. » Ce que beaucoup de gens croient. Beaucoup de gens croient que ce que nous vivons, c'est à cause du gouvernement. Alors que, de mon point de vue, fantasmons qu'un gouvernement dirait « Vous connaissez les gestes barrières, vous savez ce que vous avez à faire. Actuellement, eh bien, beaucoup de gens sont en train d'aller en réanimation parce que, eh bien, vous ne savez pas vous confiner intelligemment. Et donc vous croyez que, mais comme nous on vous dit la partition, obligation de moyens, mais vous avez le droit de ne pas la jouer. Liberté, égalité, fraternité. Par contre, si les hôpitaux sont pleins, c'est parce que, de mon point de vue, tous ces gens qui se sont contaminés
on ne les a pas contaminés. Ils se sont contaminés avec quelqu'un. Mais est-ce qu'ils sont responsables ou est-ce que ce sont des personnes irresponsables qui étaient en curatelle, en tutelle et qu'on a contaminées malgré eux? Mais pas du tout. Donc ce qui fait que le gouvernement croit qu'il est en obligation de résultat, il se vit dominé par la population, et la population dit qu'ils sont contraints par le gouvernement, il se vit dominé par le gouvernement. Mais tous ces gens-là, c'est parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'un résultat et que les solutions devraient venir de l'extérieur. C'est un mensonge éthique. Nous, voilà. Ce qui fait que toutes les règles de gestion sanitaire, bien manger et tout, c'est comme le code de la route. Le code de la route, tu le connais. Voilà. Mais si tu te plantes, c'est toi qui te plantes. Ne dis pas, on m'a planté. Voilà. Mais c'est pareil pour le code sanitaire. Mais là, actuellement, effectivement, le gouvernement croit qu'il faut qu'il nous dise ce que nous devons faire. Et ça, c'est à nous à savoir dire, non, nous savons ce que nous avons à faire et le colloque singulier nous permet de l'optimiser avec notre médecin. Voilà. Et donc sortir de la boucle, c'est dire non et s'organiser à trouver un... C'est penser non et s'organiser. S'organiser, oui. S'organiser soi-même sans attendre d'autrui une solution. C'est trouver sa solution, ses solutions. C'est sûrement pas... Ses propres solutions. C'est innover, c'est voter, aller voir monsieur le maire, en disant, monsieur le maire, j'aimerais que vous fassiez rouvrir vos magasins, mais que vous réactualisiez les actes barrières, les gestes de protection, se laver les mains, rester à quelques mètres les uns des autres. Voilà. Et à ce moment-là, sous l'autorité de notre élu, qui est le chef d'orchestre, mais qui n'est pas l'homme orchestre. Sauf que s'il y a 10 personnes qui sont contaminées et qu'on dit « Ouais, mais le maire, il n'a pas fait son boulot, il ne nous a pas empêchés d'aller... Eh bien, attends, mais c'est justement... Si le maire est un maire, chef d'orchestre, il ne t'empêchera pas de mal jouer de ton pipeau. Il t'appartient de jouer de ton instrument. Or, 99% des gens voudraient que les responsables soient des hommes orchestres, pas des chefs d'orchestre, ou des femmes, c'est jing 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 boum boum chang chang bing bang. Voilà. Et donc, quand ça se passe bien, tout le monde est content que je me suis bien occupé de moi. Et quand ça se passe mal, on s'est mal occupé. Ils même te mettent on, tu sais, confusiogène, ou du style, oui, mais ça c'est, on n'a pas fait, ils n'ont pas fait le boulot, ils font pas le boulot qu'il faut. Alors que c'est l'affaire de chacun. Tu es responsable de toi. Donc, de mon point de vue, j'ai même appelé, moi, mon maire, j'ai appelé en disant, j'ai même appelé tous les gens qui sont en proximité. J'ai appelé le président du Conseil de l'Ordre, j'ai appelé n'importe qui. J'appelle tous les gens qui sont délégués en leur disant, attention, c'est ce que je pense, voilà, chacun son autonomie. Il appartient à chacun de s'autogérer. Ça n'empêche pas que c'est au maire, par exemple, d'un petit village, de dire voilà la partition qu'il faut savoir jouer. Il vous appartient de la jouer, mais je ne vous la ferai pas jouer. Alors, troisième question. L'affaire de chacun peut sembler individualiste ou égocentrée ou encore dénuée de compassion. Ou pire, je m'inquiète que cela puisse sembler sans espoir. J'ai très peur que cette notion soit galvaudée. Pensez-vous qu'il vous soit possible, brièvement, de la dire autrement? De quoi? Brièvement. Il s'agit effectivement de l'affaire de chacun, mais il s'agit que nous jouions notre goutte de colibri en nous rendant parlants, explicites, compréhensibles, pour autant sans nous vouloir contraignants, intrusifs. Je crois qu'il s'agit de penser à fonctionner de manière solidaire. Et pour moi, fonctionner de manière solidaire, de plus en plus, c'est m'exprimer, même très modestement, lorsque je fais mes courses à la boulangerie, sur le trottoir ou ailleurs. De façon extrêmement banale, c'est effectivement de m'exprimer
en mettant le masque et en l'enlevant et en le remettant dans certaines circonstances. Je pense que c'est un discours, effectivement, que certaines personnes remarquent ne remarquent pas. Mais je crois qu'il n'est pas de ma responsabilité que les autres remarquent. Il est de ma responsabilité d'essayer de m'efforcer d'être lisible, compréhensible, dans un objectif vraiment de solidarité, de bonne santé. J'y pense beaucoup plus qu'avant la pandémie, effectivement, à cette notion de transmission de ce que sont pour moi les codes pour rester en bonne santé. Donc j'insiste bien, ce qu'ils sont pour moi, c'est-à-dire ceux avec lesquels je me maintiens en bonne santé. Je fais de mon mieux pour me maintenir en bonne santé et j'essaie de l'exprimer. Charge à certaines personnes qui l'ont éventuellement écouté de l'entendre ou pas. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est très ce que je dis, ça a à voir avec un fonctionnement sociétal. D'aucuns le qualifieraient d'anarchique. Donc moi j'essaie de fonctionner en autodétermination au sein d'une société dans laquelle je suis heureuse de vivre. Je suis heureuse de vivre en France, dans une société occidentale. Et je m'en réjouis et j'essaie vraiment de participer, d'être solidaire. Il faut savoir que quand un humain commence sa vie, l'idée même de fantasmer que c'est l'affaire de chacun, ça n'existe pas. Pour un bébé, commencer sa vie, c'est d'abord être perdu, confus et perplexe, et gueuler et hurler, et bien content que quelques réflexes reptiliens fassent qu'au moment où tu as un petit mamelon qui t'arrive à côté de la lèvre, tu puisses téter et te nourrir, et tu n'es pas mécontent, et tu commences à renifler quelques odeurs qui vont être familières, et tu vas te mettre en situation d'entrée de boucle à deux. Donc ça confirme bien que dès le début, viscéralement, tripalement, eh bien, c'est l'affaire de tous. Mais tous, pour le bébé, ça s'arrête à maman et lui, ou maman et elle. Donc c'est une boucle à deux, mais ça suffit. Un enfant, quand il voit maman, eh bien, ça va, le reste, ça fait partie du décor, c'est sans intérêt. Après, quand il commence à s'éveiller un peu, il peut rajouter quelques acteurs, tu vois, style le papa, les grands-parents, les frères et sœurs. Enfin. Mais ceci dit, il est déjà dans une boucle complexe et que c'est pas du tout l'affaire de chacun. C'est ma famille, c'est mes parents. Il se vit comme un doigt d'une main, un enfant. Il se vit pas comme un humain. Non, il n'existe pas en tant qu'individu. Là, ce qui permet ce saut paradigmatique, c'est si la mère existe et qu'elle est sevrante. Et qu'à ce moment-là, elle incarne ce que Noël disait de façon très émouvante, puisque beaucoup de gens se réfèrent à elle et ils n'ont pas tort. Voilà. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'elle s'autorise à être seule plutôt que mal accompagnée. D'ailleurs, je m'en émeus, tu vois, parce que je me dis, putain, elle me fréquente, ça veut dire qu'elle préfère être accompagnée par moi, aussi blaireau suis-je, eh bien, elle s'en contente, mais parce que, voilà, mais je sais bien que si je n'étais pas dans le registre de l'alliance possible, elle préférerait être seule que mal accompagnée, c'est ce qui fait son charme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est en confrontation permanente, voilà, et je ne m'en plains pas, puisque c'est ce qui fait qu'à chaque instant, c'est le premier moment de l'alliance compassionnelle. C'est en ça qu'elle est seule, au sens d'individu, et je suis seul. Mais parce que les sevrages, nous nous sommes cassés le cul. Alors, elle décrit très bien tout à l'heure, c'était assez émouvant, puisqu'elle décrit bien des maltraitances en termes d'abandon. Parce que quand tu as un enfant maltraité, que tu te fais lyncher en tant que petite fille, ou excisée, ou... Enfin, je ne peux pas imaginer tous les drames que vivent certains êtres humains. Mais ceci dit, c'est sûr que c'est parce que l'appartenance supposée protectrice, salvatrice, qui te fait que tu avais... eh bien, c'est la maman. La femelle, la maman, putain, elle protège sa progéniture comme une louve, comme une lionne, comme une renarde, comme une lapine. Enfin, toutes ces génitrices sont puissamment à se mettre dans la boucle. C'est pas l'affaire de chacun, hein.
C'est mon affaire d'être ta maman. Hein. Et je te prends par le dos et je te bouge. Hein. Voilà. Mais à un moment, il y a le sevrage. Acte majeur où, ça y est, c'est l'affaire de chacun. Et là, tu bouges ton cul, parce que nobody bouge ton cul à ta place. Et ça, c'est fascinant de voir combien, effectivement, chez les mammifères inférieurs, supposément, parce que nous, on est supposés supérieurs, alors, donc ils sont donc inférieurs. Mais enfin, chez les mammifères autres que les humains, cette affaire de chacun est classiquement compréhensible. Nous savons que c'est à cause de la présence des prédateurs, qui fait que tu n'as pas de génitrice qui ne soit pas autonome. Hein. Parce que un prédateur, il règle le compte de tout ce qui se croit des gentils sauveurs dominants. Voilà. À ce moment-là, c'est comme ça que de notre point de vue, l'affaire de chacun s'organise. Alors, quatrième question. Dernièrement, j'ai lu que l'Académie de médecine recommandait de se taire dans le métro afin de nous protéger plus efficacement contre la propagation du corona. Je m'affole à l'idée que des humains puissent non seulement y croire, mais surtout s'y soumettre. Je ne me donne plus du tout la sensation que les décisions soient bienveillantes et respectueuses, mais au contraire qu'elles soient tout simplement perverses et complètement irrespectueuses du principe humaniste. Alors, ma question, comment rester en santé mentale ? Mais c'est de la santé mentale. Si l'Académie de médecine ou un médecin dit, enfin, dans le colloque singulier, en disant, tu sais, quand tu es avec des gens en proximité, quand tu es dans une sorte de groupe et de cluster, tu as intérêt à te mettre à une distance correcte et surtout à savoir qu'effectivement les gouttelettes de Pflug qui envoient existent. Donc, sois intelligent, ne te mets pas à cracher ou à postillonner sur les gens qui sont autour de toi. Mais tant que c'est un conseil ou une information pour que vous le sachiez, par exemple, je sais qu'ils avaient vérifié, j'avais entendu un jour le professeur Raoult qui disait il faut faire attention aux sonnettes, aux boutons d'ascenseur et aux barres de caddie. Oui. Parce que c'est très contaminant. Bon, ça veut dire qu'effectivement, c'est une information. Si on disait, tu n'as pas le droit de toucher une bande de caddie, que tu mets du pchit gel hydroalcoolique dessus, voilà, c'est comment passer de l'information éclairante à l'ordre fascisant. Eh bien, ça dépend du contexte. Si effectivement il y a des supposés dominants qui se veulent contraignants, ce ne sont pas des dominants qui se veulent juste informant. Mais ça reste que moi, quand j'entends quelqu'un qui est dominant, je ne me dis pas, je vais lui obéir. Je dis, tiens, il dit un acte et il dit un ordre. J'en tiens compte et je m'y adapte. Donc, je me démets ou j'accepte, mais je ne me soumets pas. Si je dois me soumettre parce qu'il a une Kalachnikov et qu'il me dit tu fais ça, ou je vais dire oui, j'ai peur que vous n'essayez pas de me convaincre, vous me contraignez, donc je le fais avec plaisir puisque je voudrais survivre un peu plus longtemps que vous pour après me démerder autrement. Mais puisque là pour le moment vous me contraignez, je vous le signale. Donc je vais quand même lui dire qu'il ne m'a pas convaincu, il m'a contraint. Je suis vaincu, mais pas que con. C'est vrai que j'ai trouvé marrant lorsque vous avez dit que l'Académie de médecine recommande de ne pas parler dans le métro. J'ai trouvé ça d'abord très comique. Il aurait s'agi pour moi vraiment de dire au moins une partie de l'explication que Claude vient d'énoncer. Hein, c'est-à-dire de parler des gouttelettes de Pflug, enfin, en tout cas des gouttelettes, des micro-gouttelettes que nous émettons quand nous parlons, et d'expliquer qu'effectivement, si nous nous parlons de très près, nous avons de bonnes chances de nous les donner. Hein, enfin, qu'elles arrivent sur nous et que nous en émettions. Et qu'à ce moment-là, il s'agit de savoir ce que nous voulons nous faire vivre. Mais c'est vrai que donner juste la contrainte, moi j'avais l'impression d'être à la maternelle où pour faire une ronde, il faut se prendre par la main et puis danser dans un sens et puis dans l'autre. Enfin, c'est extrêmement puéril. Mais charge à nous, même s'il nous est dit des consignes marrantes parce que nous sommes pris pour des enfants,
de ne pas nous identifier à fonctionner comme des enfants, c'est-à-dire de, oui, c'est sympathique ce que vous dites, c'est même rigolo, mais je comprends bien ce que vous voulez dire et donc effectivement j'en tiendrai compte. Mais beaucoup de personnes s'offusquent en fait de se sentir pris, considérés comme des enfants et peut-être ont du mal à se décaler de cette identification à des enfants qui leur est proposée. Et à se vouloir fonctionner différemment. C'est très marrant, finalement, je m'en souviendrai bien, tellement c'est rigolo, cette consigne. Mais pardonnez-moi, il est question de se taire en plus de porter le masque. C'est-à-dire que oui. Je porte mon masque, donc déjà je ne peux pas balancer de postillon, mais... Oui, parce que moi je prends quelquefois encore le métro, le moins possible, mais je le prends quand même et je mets bien mon masque. Effectivement, il y a des personnes qui répondent au téléphone en baissant le masque, qui se mouchent, qui... je ne sais pas, sont bien obligés de se moucher pour éviter que les sécrétions nasales ne coulent. Donc oui, effectivement, penser à dire dans le métro, pour le moment je me tais, et plus tard je dirai autre chose. Mais sauf si la situation impose de parler, s'il y a un risque de vie ou de mort à parler, mais évidemment. Il y a les actes, oui, mais de toute façon, il y a les actes, tous les actes, et il y a les intentions. Donc quand dire par exemple ce que dit l'Académie, eh bien c'est un acte, il faut parler, pas parler, avec le masque, voilà. Donc l'intention c'est quand même plus important. Si pour vous il s'agit que vous vous sentiez confortable, sachez-le, les gouttelettes de Flug sont très volatiles, plus elles sont petites, plus elles peuvent aller loin et plus elles se diffusent. Parce que plus elles sont légères, moins elles tombent. À la limite, des gros postillons sont moins dangereux que des micro-particules, tu vois, qui partent comme un brouillard et qui vont essaimer partout. Donc, après, la qualité des masques est critiquable, et comme la plupart des gens, c'est pas que facile pour eux, ils se réajustent le masque 10 fois par jour et puis après ils se mettent le doigt dans l'œil, et donc ça veut dire que l'idée même de pouvoir penser fonctionner en germ-free, libéré de tout germe, c'est naïf, quoi. C'est comme croire au Père Noël. Non, c'est très difficultueux de se mettre dégagé de tout germe. Donc, dire, si vous ne parlez pas, vous rajoutez de l'étanchéité à votre dispositif pour vous protéger de toute entrée de germes ou de sortie de germes, c'est vrai. Mais l'intention, c'est, maintenant que vous le savez, faites-en bon usage. Et c'est là que nous retombons sur la question de l'autonomie de chacun. Si l'Académie a dit, voilà tout ce que nous voudrions que vous sachiez, que quand vous parlez, vous rajoutez des gouttelettes de Flug, même ça passe à travers, d'autant que s'il y en a un qui vient de faire ça et qui vient de parler à l'oreille pour dire, voilà, et c'est venu sur votre masque, vous prenez votre masque, vous le réajustez, vous vous frottez l'œil, eh bien, sachez-le qu'il y en a partout. Mais de toute façon, à un moment, nous serons tous positifs. Donc, alléluia, pourvu que nous ne soyons pas tous morts et que nous soyons capables d'être en santé, mais les virus nous ont accueillis sur Terre et nous survivrons. Donc, hâtons-nous de faire bon ménage. Mais ça dépend de nos capacités d'endogénicité et d'immunité personnelle. Donc, que l'Académie rajoute cet élément-là, son intention, je ne la connais pas personnellement là, dans ce cas d'espèce, mais ça m'est égal. Mon intention à moi, c'est de me donner les données actuelles de la science, et bien sûr que nous sommes très tristes qu'il y ait encore des conflits entre les soignants. Ça, pour nous, c'est terriblement douloureux, parce que nous pensions que les médecins devaient trouver des consensus, des confrontations, du droit à la différence. Comme ça, il y a des patients qui disent « Eh bien moi, j'adore, les médecins, ils sont gentils, mais je vais en choisir un allopathique. » Et d'autres qui vont dire « Oui, mais moi, ils sont gentils, mais je vais en choisir un qui soit homéopathique. » Mais ce n'est pas une raison pour dire tous les allopathes sont des connards fascisants et tous les homéopathes sont des connards démagogiques.
Donc je crois qu'il y a le droit à la différence, il y a le droit aux humanités tolérantes, à l'obligation de moyens. Là, nous nous affectons, parce que l'Académie de médecine devrait s'occuper du consensus de tous les gens qui ont fait un serment d'Hippocrate quand même, pas d'hypocrite. Exactement. Et en plus, les données des scientifiques évoluent. Et je pense que ce qu'ils savent, ces scientifiques spécialistes qui travaillent, qui étudient maintenant, a évolué par rapport à ce qu'ils savaient il y a 6 mois ou il y a 9 mois. Et donc, il s'agit effectivement d'accepter ces différences-là. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis très triste que tous les virologues, les infectiologues, les cliniciens ne se retrouvent pas pour débattre de manière contradictoire et tomber d'accord sur un compromis utile. Vraiment, je le regrette infiniment parce que c'est ce que me disent mes voisines, mes voisins, les personnes que je croise qui ne sont pas médecins et qui disent mais vers qui me tourner puisqu'ils ne sont pas d'accord. Et je ne peux que répondre, tourne-toi vers le médecin en qui, humainement, tu as confiance. Tu ne peux que te référer à cette personne-là. Oui, par exemple, actuellement, il y a quelques médecins qui disent « Ah, attention, méfiez-vous, la colchicine, c'est efficace dans le Covid. Ça serait efficace, la colchicine. Vous savez, c'est un produit qui est très utile pour les crises de gouttes, les excès d'acide urique. » Bon, eh bien, donc ils disent ça. Bon, ben, moi je ne suis pas hostile, mais je me dis, pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise ah putain, il y a des connards qui pensent à la colchicine, tu vois. Alors il y en a qui disent, ah, ben, il y a des connards qui voient que le vaccin, d'autres il y a des connards. Alors donc, dès que j'entends comme ça des insultes, je me dis, waouh, c'est pas hippocratique. C'est pas le droit à élargir le champ des possibles. Se vouloir convaincant, oui. Mais être convaincu qu'il y a légitimité à être contraignant parce que c'est bon pour toi, à mon avis, c'est le pas qui fait que l'humain n'est plus respecté dans son intégrité, dans son autonomie. Dernièrement, j'ai écouté la radio sur un long trajet et j'étais stupéfaite de découvrir des discours d'affolement, de danger. Je me donne l'impression d'assister à des discours de propagande où plus aucun avis contradictoire n'est confronté, mais simplement discrédité. Alors, suis-je en train de devenir tout simplement paranoïaque ou bien sommes-nous bombardés de propagande ? Je pense qu'il y a des personnes qui, effectivement, s'autorisent, des journalistes dont ce n'est pas le métier d'être médecin, scientifique, chercheur, infectiologue, virologue, clinicien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent à dire des avis sur un ton très péremptoire. Et c'est vrai que il est difficile à ce moment-là de savoir se décaler et se recentrer vis-à-vis de soi-même pour se référer aux différents médecins en qui nous plaçons notre confiance, en qui nous avons confiance. Voilà, donc c'est vrai que c'est un gros effort quand même de se confronter et de vouloir se décaler plutôt que se polluer. Parce que ces personnes-là ne sont pas des pollueurs ou des pollueuses. Ce sont des personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, pensent que si elles agissent ainsi, elles sont peut-être honnêtes à elles-mêmes. Donc moi je n'ai rien je n'ai rien à dire contre elles. Je vais simplement dire ah ben tiens, je ne suis pas d'accord, je n'intègre pas ce qu'elles disent. C'est vrai qu'a priori, je n'accorde ni crédit ni discrédit. J'écoute d'abord le discours. Et puis ensuite, j'essaie effectivement de raisonner, de me confronter avec des scientifiques que je connais et que j'ai la chance de pouvoir appeler, en qui j'ai confiance, et je me forge ma propre opinion, mais je sais que beaucoup de personnes ne se savent pas légitimes à penser leur propre opinion, malheureusement. Mais beaucoup de gens
Quand vous entendez ces positions-là, c'est parce que quand on est immature, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, hein, on Ça peut veut dire être, puéril, mais quand on est infantile. immature, ça veut dire qu'on cherche une appartenance qui paraîtrait salutaire D'ailleurs, pour être plus fort que ce la n'est pas partie être adverse. immature, c'est fonctionner de façon, à l'insu de soi-même d'ailleurs, de façon puérile, de façon Alors infantile. quand on fonctionne sur ce mode-là, effectivement, on cherche un camp. Mais même, je pense que nous l'avions déjà dit lors d'une précédente chronique, le danger, c'est de vouloir faire partie du camp qui sont contre ceux qui voudraient avoir raison, alors qu'il ne s'agit pas d'intégrer quelque camp que ce soit. Quand vous avez cette subtilité, Sandra, de vous rendre compte que vous entendez des radios qui sont partisanes et qui cherchent à définir un camp, et qu'il n'y a pas de débat contradictoire, eh bien, votre éveil est tel que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Et donc, vous pouvez dire, ouais, eh bien, j'entends. Et donc, les gens qui sont autour de vous entendront que vous dites, je suis fasciné d'entendre ces idées qui ne sont peut-être pas que idiotes, mais où le débat contradictoire et la recherche de compromis et de consensus et de tolérance au droit à la différence n'y sont pas. Or, c'est rien que cette obligation de moyens qui fait que vous pourriez dire j'ai entendu votre son de cloche et je m'émeus qu'il n'y en ait pas d'autres parce que ça ferait un joli tintamarre, alors que pour le moment je n'entends qu'un son de cloche. Mais ceci dit, c'est ça votre vertu, Sandras, quand vous vous en rendez compte. C'est que vous repérez qu'il s'agit de contraintes et de groupes d'appartenance. Il ne s'agit pas de singularité et de confrontation et d'alliance potentielle au droit à la différence. Très bien. Un nouveau confinement se prépare, enfin, se préparerait. Et j'ai très peur que le peuple s'y soumette encore. Je m'inquiète de constater que nombreux sont les humains qui attendent que d'autres humains bougent à leur place, qu'il se passe enfin quelque chose. Alors voici ma question. Est-ce que vous vous confrontez également ou vous confrontez-vous également à ces mêmes observations? Mais je pense que nous, en tous les cas, tous les gens qui se plaindraient d'un potentiel confinement, je les encourage à écrire à leur maire de quartier en disant je vous en supplie, je fais attention à tous les gestes barrières et je vous supplie que dans le quartier dont vous êtes le maire, vous vous organisiez pour que je ne sois pas fliqué et contenu comme dans un camp de concentration. Mais je tiendrai compte de tous les gestes barrières liés à la protection de chacun. Donc je connais bien les gestes barrières et j'y serai très attentif, que je sois chez moi ou dans ma rue. Et je vous supplie, monsieur le maire, de laisser vivre un espace de respect, de la liberté, de l'équité, de la loyauté, de l'égalité, de la fraternité sur votre territoire. J'ai peur, monsieur le maire, que si vous ne vous sentez pas le droit, vous soyez déjà vous-même un capot asservi à une injonction fascisante, et je vous supplie de faire remonter jusqu'à ce que vous soyez autorisé à gérer la liberté, l'égalité, la fraternité, mais je vous assure que me concernant, je respecte tous les gestes barrières. Si chacun qui se croit raisonnable, responsable, capable, s'autorise à écrire, eh bien, le maire recevra pour son petit territoire maire de quartier en disant moi ici, les gendarmes, vous êtes là s'il y a des gangsters qui viennent avec un pistolet pour voler le boulanger ou pour assassiner l'épicier. Mais pour le reste, vous laissez mes citoyens, puisque ce sont des gens responsables. C'est la fameuse question de notre ami à propos des moyens non violents. C'est effectivement d'écrire après ce que Claude Hadim m'a donné à penser au livre de Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Alors, il s'agit effectivement de savoir se décaler et écrire, s'expliquer, se rendre compréhensible. Tenir compte du contexte, c'est savoir se décaler du tyran et des tyrannos qui s'assujettissent au tyran pour exercer la tyrannie. Et vous savez que
Ubuntu. Eh bien, quand même, il faut quand même se rendre compte que quand cet ethnologue évalue cette vingtaine de jeunes gens qui ont entre 8 et 15 ans, et qui leur dit, en bas de l'arbre là-bas, il y a un paquet, il y a un gros, il y a plein de fruits et de bonbons, et le premier qui arrive, il va les attraper. Ils seront à lui. Et voilà, il fait top départ. Voilà, et voilà les quinzaines de gamins qui se mettent à courir et qui se prennent par la main, qui courent ensemble, et ils arrivent ensemble. Et ils partagent les fruits avec allégresse. À ce moment-là, quand le type il dit mais pourquoi vous faites ça, il dit mais parce que, alors ils lui répondent je suis parce que nous sommes. Est-ce que vous croyez que ces enfants ils ont trouvé ça en naissant? Pas du tout. C'est le dégât, le bénéfice collatéral d'un projet éducatif qui fait que c'est leur mère qui leur a dit arrête de vouloir avoir plus que les autres. Mais combien de mamans voudraient que leur fils, leur fille soient riches et plus riches et qu'ils aient des meilleures notes que le voisin et qu'ils aient le poste à la place du voisin? Je vous défie de trouver sur 100 mamans, 10 mamans qui soient prêtes à ce que je suis parce que nous sommes. Donc, à maman fascisante pour son enfant, pour qu'il ait le premier rang et qu'il soit le premier de la classe et le plus ceci et le meilleur cela, eh bien, c'est logique que nous n'ayons pas des enfants qui savent courir en disant « je suis parce que nous sommes ». Donc, à société où il faut être le numéro un, mais même dans un parti politique, il faut être le numéro un. Il ne s'agit pas de dire je suis parce que nous sommes. Ils ne se désignent pas au hasard. S'ils étaient spartiates, ils diraient bon, nous avons tous fait la même école. Maintenant, on va choisir le général, tirage au sort. Pour ça, nous avons fait les mêmes études. Donc, ça fait que si à un moment je me sens un peu paumé, j'irai te voir, puisque nous avons fait les mêmes études et tu me donneras ton avis, puisque je suis parce que nous sommes. Tu vois ce niveau d'éveil que représente Ubuntu. C'est sûrement pas un paquet de bonbons que les enfants partagent. C'est le bénéfice collatéral de quand les mères sont sevrantes et qu'elles signifient que l'important c'est pas d'être numéro un, c'est d'être au meilleur de soi-même, pas meilleur que les autres. Bon, eh bien, va trouver un parti politique qui dirait ça. Tous les hommes politiques, ils veulent faire le meilleur pour leur pays. Ils veulent trouver les solutions pour le peuple. Alors que non, il faut signaler les solutions pour chacun d'entre nous pour que nous soyons un peuple éveillé, pas un troupeau. C'est quoi un vol des tourneaux? Est-ce qu'il y a un berger là, au milieu du vol des tourneaux? Est-ce qu'il y a des chiens autour d'un vol des tourneaux? Est-ce qu'il y a des flics là? Est-ce qu'il y a des CRS qui arrêtent le vol des tourneaux? Est-ce qu'il y a des blockbusters là dans les vols des tourneaux? Mais non. J'espère vraiment, Sandra, si vous pouvez trouver un petit film d'un vol des tourneaux, mais d'un nuage. Chaque étourneau, c'est je suis parce que nous sommes. Et chacun assume. Vous croyez qu'après qu'il y en a un qui dit « Mais tu m'as fait une queue de poisson, gros con, espèce de connard !» Vous croyez qu'il y a ça? Pas du tout. Chacun gère son vol, chacun gère sa fragilité, sa modeste unicité, chacun est soi. Eh bien, les humains fonctionnent comme des troupeaux de moutons en essayant de chercher un bon berger avec des bons chiens. Et les bergers, ils veulent le plaisir de son troupeau. Hein. C'est un mouton qui s'ignore. Il a été élu par des moutons pour se croire berger. Et les moutons, c'est la servitude volontaire dont parlait Noël, c'est exactement, c'est les moutons disent on va se choisir lui, comme ça on sera les chiens de lui. Et on pourra s'occuper des moutons, mais on est des gentils, nous, hein. On s'occupe du troupeau. C'est l'inverse du paradigme de humanité libre, autonome, singulier, riche de soi, au meilleur de soi-même, individué, citoyen du monde, comme disait Nietzsche. Magnifique. Je me rends compte que ce n'est pas la première fois que vous parlez de ce livre et que je ne le connais pas en fait. Donc pour la prochaine chronique, je m'engage à le trouver et à le lire. Et je pense que comme ça, je pourrais mieux comprendre
Ah oui, Oui. il est très court. Hein. Il est très court, c'est 20 une pages. trentaine de pages et vraiment, je me suis énormément répondu aux questions que je me posais lorsque je voyais des citoyens français, par exemple, mais c'était il y a une bonne quinzaine d'années, baisser la tête et accepter des salaires de misère tout en faisant un métier que peu de personnes voudraient faire. Et vraiment, je me disais, mais comment ça se fait? Et fort heureusement, une personne, c'était à Paris, nous étions tous les trois, nous déjeunions, et cette personne m'a dit, mais lis Discours de la servitude volontaire. Et là, je me suis réjouie parce que j'ai compris qu'il ne fallait même pas tuer le tyran ni les tyrannos. Il suffisait d'être capable de se décaler. Il suffisait de se décaler, d'être capable, c'est-à-dire malgré tout d'être suffisamment fort soi-même, avec suffisamment de force du moi, comme nous disons dans notre jargon, pour être capable de se décaler et se choisir soi, voulant se faire vivre libre, autodéterminé, peut-être dans une situation d'une certaine précarité, plutôt que d'être un mouton servile, dominé, simplement exécutant. Et donc, toute la difficulté, c'est d'être capable finalement peut-être d'abandonner une bonne gamelle, enfin une gamelle en tout cas bonne ou du moins qui existe, pour se faire vivre peut-être des jours sans gamelle réellement. Voilà. Et donc ce n'est pas si facile que ça, mais il me semble que c'est c'est de notre devoir, en tout cas pour moi, il s'agit pour moi, c'est de mon devoir d'essayer d'incarner, de me décaler des tyrans sans les détruire, simplement de me décaler. Et de favoriser que d'autres personnes également puissent se décaler. Mais c'est leur décision. Ça, c'est clair pour moi que c'est leur décision. Le jour où le berger n'a plus de moutons, le berger et ses chiens n'ont plus de légitimité à exister, ils peuvent redevenir chacun un mouton intelligent qui vit sa vie et qui broute. C'est un peu ce qui s'est passé dans un film de Truffaut qui s'appelle Les 400 coups. La plupart des élèves sont derrière le prof de gym qui est en tenue de gym, en short et en petit t-shirt avec un sifflet dans la bouche et qui siffle au rythme de ses pas. Et tous les lycéens sont derrière lui en rang et le suivent pour aller du lycée au stade. Mais comme il faut traverser la ville pour aller du lycée au stade, à chaque virage d'une rue, il y a 2 étudiants ou 2 lycéens qui s'en vont. Soit au cinéma, soit dans le café, soit à retrouver un copain, une copine. Ce qui fait que quand il est au milieu de la ville, le siffleur, là, il se retrouve avec son sifflet au milieu de la ville et il n'y a plus personne derrière lui. Résultat, il y a des gendarmes qui l'arrêtent en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive là, vous ?» Ils le prennent pour un fou. Tu vois qu'il siffle dans la rue, il n'a plus de logique. Voilà. Donc si les humains ne cherchaient pas à désigner un bon tyran, eh bien, il s'agirait de chercher à participer d'une démocratie éveillée. À ce moment-là, il n'y aurait plus de berger avec ses chiens. Alors, 7e question. Le nouveau levier de peur semble être les virus mutants. Autrement dit, nous serions de nouveau en danger de mort, encore une fois. Mais n'est-ce pas notre condition humaine d'être en danger de mort, et cela depuis notre naissance ? Je m'affole de la lenteur de nos prises de conscience. Oui, c'est exactement vrai, et bravo. C'est parce que chacun de nous veut croire que, ça y est, il y a un nouvel ennemi, alors que nous sommes mortels du berceau à la tombe, jusqu'à en mourir. Et donc, effectivement, c'est une autre façon de dire, allez, on remet ça, et comme les gens cherchent des ultra-solutions qui n'en sont pas, avec des réponses exogènes, tu vois, même voilà, de tous ordres. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est reparti pour un tour, mais je ne sais pas qui c'est, mais repartent pour un tour ceux qui ne veulent pas maturer. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas accepter, parce que c'est très difficile quand même de s'accepter mortel, de s'accepter fragile, de s'accepter potentiellement malade.
Ce n'est pas que réjouissant de penser à ces éléments. Et pourtant, c'est notre réalité. Plus nous y pensons et plus nous pouvons nous faire réagir en sachant nous protéger, nous maintenir en bonne santé raisonnablement, en raisonnant, en fonction de ce qui nous paraît le plus important pour nous. Oui, comme disent ces personnes âgées qui, à 90 ans, peuvent dire mais à quoi me sert-il de vivre si je ne peux pas embrasser mon fils, ma fille, mes petits-enfants, mais même à 90 ans les arrière-petits-enfants. Voilà, ce sont des personnes qui ont envie de se faire vivre leur vie en tenant compte effectivement, des fameux variants. Bon, à savoir que tous les virus mutent et ont des variants. Ça, c'est une réalité. Mais bon, ils varient tout le temps. Voilà. Il n'y a pas d'autre réponse. Moi, je n'ai pas d'autre réponse que celle-là. Il s'agit que nous continuions de nous instruire et de fonctionner de manière autodéterminée. Et les personnes qui peut-être se sentent en difficulté pour fonctionner de manière autodéterminée, je ne peux que dire qu'elles rencontrent leur médecin généraliste ou spécialiste vis-à-vis duquel elles se sentent en confiance pour demander leur avis et de s'apaiser de cette manière-là, en se référant à une personne vis-à-vis de laquelle elles se sentent en confiance. C'est la seule façon, de mon point de vue, de se soigner. Moi, je me soigne de cette manière-là. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui fait que si tu as peur des chats, tu vois un chat, et bien tu dis ah, le chat. Bon, le chat s'en va, et un autre chat arrive, ah, le chat. Donc s'il n'y a pas un projet éducatif pour te dire, ben, le chat, il te voit, tu le vois, et bien le chat suffit. C'est tout. Donc à ce moment-là, si tu matures, tu peux gérer d'être avec... voilà, quand nous avons vécu l'arrivée du VIH et les premiers séropositifs, eh bien, dès que quelqu'un disait « je suis séropositif », les mecs, ils partaient à 20 mètres. Voilà, donc les données actuelles, après, les données de la science ont permis que maintenant, les gens sont séropositifs, tu discutes avec, tu vis avec, tu les étreins, et voilà. Mais de mon point de vue, il a fallu que les gens s'éveillent. Donc le nouveau virus, là, eh bien, c'est pareil que le précédent. Si les gens ne s'éveillent pas, eh bien, ça va être con infini, là. C'est pas confiné qu'on va être, ça va continuer. Alors que si les gens commencent à se rendre compte qu'ils connaissent les gestes barrières, c'est la responsabilité de chacun. Ils écrivent à leur maire de quartier en disant « mais viens me protéger dans mon quartier, puisque c'est toi mon maire ». C'est pas ma mère, mais mon maire, c'est déjà pas mal, c'est un ersatz. Et bien à ce moment-là, si cette spirale vertueuse d'étanchéité ne se fait pas, il n'y a pas de je suis parce que nous sommes, le vol des tourneaux est impossible. Oui. Voilà. Eh bien, je n'ai plus de questions. Merci Sandra. Merci Sandra, et donc fais le cours. Hein. J'ai été court parce que je ne veux pas partir encore. Donc, non, je suis du même avis que le tien, très précisément. Mais comme tu l'as dit, je ne vais pas répéter. Ah,